Donc j'ai pas l'accent franc-comtois, mais je vais quand même vous parler de cours d'eau franc-comtois. Donc tout d'abord, bonjour à tous. Oui. Je tiens à excuser Anne-Laure qui n'a pas pu être là, donc je tiendrai en fait l'ensemble du discours tout seul, mais je pense que j'arriverai à m'en sortir. Donc pour le Doubs frontière, c'est en haut à droite de la France et en haut à gauche de la Suisse. Et en particulier, c'est un secteur qu'on va parler aujourd'hui depuis le Saut du Doubs, pour ceux qui connaissent. C'est un site géologique assez connu du secteur, jusqu'à la boucle du Doubs suisse. On a ce secteur-là qu'on discutera aujourd'hui. Et l'objectif, si vous voulez, du projet d'assainissement des barrages de ce secteur-là est international, puisque évidemment, non seulement l'eau est partagée entre les deux pays, les rives, il y en a une suisse, il y en a une française, et puis évidemment les concessions, les barrages et tout le tralala, et les discussions sont internationales systématiquement. Vous imaginez bien que ça prend du temps, parce que chez nous, comme chez vous, l'administration n'est pas rapide, alors c'est au carré quand c'est international. Voilà. Si on prend le fonctionnement du tout, si je prends, si vous voulez, le profil en long de la rivière, vous avez au tout départ un lac qui s'appelle le lac de Chaillaxon chez vous et chez nous le lac des Brenets, mais c'est le même. Et en gros, vous avez un verrou géologique qui constitue le Saut du Doubs, qui crée le lac de Chaillaxon ou de Brenets, tout dépend de quel côté de la frontière on se trouve. Et ce lac, en fait, l'ouverture après le Saut du Doubs, c'est le début des fameuses gorges du Doubs. Et la vallée du Doubs et les gorges du Doubs, c'est un coin légendaire. On parlait de pêche à la mouche il y a quelques minutes, mais c'est la légende de la pêche à la mouche. Et si vous avez jamais lu, lisez-le. Il y a un ouvrage qui s'appelle Némorin des loutres. Et c'est un chasseur-cueilleur, trappeur de loutres qui vivait dans les années 20 et 30 dans la région là-bas. Et qui, en fait, il y a un bel ouvrage là-dessus qui a contribué à créer cette légende des gorges du Doubs. Alors c'était un peu comme ça à l'époque. Vous avez un canyon, des gros cailloux et des rivières qui courent de partout et des truites apparemment exceptionnelles qu'on peut pêcher en nymphe à vue et à la mouche sèche. Voilà. Alors après, les hommes, évidemment, ont décidé, parce que tout dépend des périodes, il y a les priorités environnementales, mais aussi des priorités énergétiques. Après la guerre, les gorges du Doubs ont été considérées comme un potentiel pouvoir de production hydroélectrique. Donc dans les années 50, le canton de Neuchâtel, la Suisse si vous voulez, et la France ont décidé de constituer un ouvrage sur, en gros, un resserrement naturel. Et ils ont construit le barrage du Châtelot. En 1953, il a été mis en eau. Alors, d'un point de vue paysage, ça change un peu. Si on prend là-dessus, on a une gorge d'eau tumultueuse et après vous avez une retenue artificielle que je nommerai pas lac. Je sais bien une retenue d'eau artificielle. Voilà. Et à partir de là, il y a des changements paysagers aussi. Alors si les gens aiment bien les plans d'eau, sincèrement, chacun son avis. Voilà. Si on prend les gorges du Doubs, alors, si je reprends le profil en long que je vous ai montré au départ, vous avez toujours le Saut du Doubs et le lac des Brenets, mais il y a une création d'une retenue et qu'on appelle, ils ont également deux noms, la retenue du Moron ou la retenue du Châtelot. Tout dépend de quel côté on se trouve de la frontière. Alors, on transforme, si vous voulez, à peu près 3,5 km de cours d'eau courante en eau stagnante. Donc on perd du linéaire de rivière en créant ce barrage, mais on ne perd pas que la partie en plan d'eau, on perd aussi l'aval, puisqu'on a mis l'usine du Châtelot plus à l'aval possible pour gagner de la hauteur de chute. Donc entre le barrage et l'usine, vous avez à peu près 4 km de cours d'eau qui n'a pas d'eau. Alors on en a laissé un petit peu, pas beaucoup au début, toujours un peu plus, en fonction des réglementations et si vous voulez, des changements de la législation.
faut savoir qu'après dans les années 60, il y avait juste les petits pipis qui alimentaient le tronçon court-circuité. Et maintenant, on a à peu près 2 mètres cubes secondes qui sont assurés dans ce tronçon court-circuité. Mais c'est une rivière qui ne fonctionne pas naturellement. Les petites et moyennes crues ne transitent pas. Et elle a un débit permanent de basses eaux. Et puis, à l'aval de l'usine, vous avez de nouveau le Doubs avec l'ensemble de son eau. Mais comme notre consommation électrique n'est pas permanente, et que de temps en temps on a besoin d'électricité et de temps en temps on n'a pas besoin d'électricité, malheureusement, on utilise cet ouvrage hydroélectrique pour faire cela. C'est-à-dire que le barrage du Haut est une espèce de pile hydraulique et énergétique. Quand on a besoin d'électricité, on ouvre les vannes, donc l'eau coule à l'aval de l'usine. Il y a beaucoup d'eau, si vous voulez. Et quand on ferme les vannes, quand on n'a plus besoin d'électricité, il y a un peu moins d'eau. Donc de temps en temps, ça monte, de temps en temps, ça descend. Et vous avez des vagues, comme des marées au bord de la mer, mais des vagues artificielles qu'on nomme éclusées. Et l'ensemble du tronçon aval est affecté par cet ouvrage hydroélectrique jusqu'à la boucle suisse. Alors, vous pensez bien que ça, c'est le plus gros ouvrage qui a été construit sur le Doubs, et je dirais c'est le dernier des ouvrages qui a été construit dans les années 50. Depuis les années 50, il n'y a pas eu de nouvelles installations. En revanche, on n'a pas attendu 1950 pour utiliser la force hydraulique du Doubs. Et depuis le Moyen-Âge, des ouvrages, des moulins, de la force hydraulique a été construit. Les premiers barrages hydroélectriques de petit gabarit ont été construits au début du siècle passé, en 1898 pour la Goule et 1909 pour le Refrain. Mais le gros barrage, c'est 1953 pour le Châtelot. Mais si on regarde l'ensemble du secteur du Doubs que je vous ai parlé, donc vous avez 70 km de rivières eau courante, zone à truite et à ombre. Alors, il y a un truc intéressant, c'est que comme vous avez pas mal de résurgences karstiques sur l'ensemble du linéaire, la température de l'eau est quasi stable depuis l'amont jusqu'à l'aval. Et en gros, vous avez un peuplement de truite et d'ombre sur l'ensemble du secteur. Et à l'origine, on avait 2 plans d'eau naturels, 2 lacs, donc le lac de Chaillac-Sombrenay, comme je vous ai présenté avant, au tout début du secteur, et ensuite vous aviez un petit plan d'eau en dessus du seuil de la Race, qui était une espèce le substratum, si vous voulez, formait une rupture de pente qui fait qu'en amont, on avait une retenue naturelle également à cet endroit-là. Et maintenant, à l'échelle actuelle, vous avez une bonne part de cette eau courante qui a été transformée en eau stagnante. Donc c'est en rouge sur la carte. Chaque fois qu'il y a un barrage, il y a une partie de remous qui a été provoquée. Et en gros, sur les 70 km d'eau courante, il reste 45 km d'eau courante maintenant. Sachant que ces 45 km d'eau courante, ils sont soumis sur leur ensemble du linéaire par des éclusées. Donc elles ne sont pas libres de l'ensemble du problème. Donc en gros, l'impact de l'exploitation hydroélectrique sur l'ensemble du Doubs frontière est fort, puisqu'il n'y a plus d'endroits référence, comme on parlait avant, où il n'y a pas du tout d'impact d'hydroélectricité. Alors, ça ne s'est pas passé sans grincement. Et vous pensez bien que quand les barrages ont été construits, les naturalistes, les riverains, les pêcheurs ont ronchonné, je dirais, ont manifesté, ont hurlé la mort. Et ce qu'on peut comprendre, la boucle suisse du Doubs est par exemple une réserve naturelle. Donc vous n'avez pas le droit de cueillir des fleurs, des champignons, etc. Et des fois, 2 ou 3 fois par jour, il y avait des milliers de poissons qui étaient mis à sec à cause de ces éclusées. Parce que quand vous coupez l'eau, évidemment, il y a une partie du lit qui est mis à sec et les poissons mouraient au bord de l'eau. Et petit à petit, la pression est montée, je dirais, sur les autorités suisses et les autorités françaises, et des différents règlements et adaptations pour limiter cet impact ont été décidés. Alors, si je reprends la chronologie des choses, donc vous avez, depuis 1898, premier barrage de la Goule, ensuite vous avez le Refrain, ensuite le Châtelot. En 1969, il y a eu un premier règlement d'eau, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont coordonné un peu les ouvrages, parce qu'avant, c'était un peu
chacun faisait comme il voulait, des fois il y avait de l'eau, des fois il n'y avait pas d'eau, etc. Et puis, si on aboutit actuellement, il y a eu un nouveau règlement d'eau signé en 2017. Alors, ça, c'était un accouchement, si vous voulez, difficile. Hein. La gestation a commencé peut-être dans les années 90 et elle s'est terminée en 2017. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que c'était au carré, ça l'est. Voilà. Alors, l'objectif aujourd'hui de moi, c'est de présenter en fait l'idée, et ça, je pense qu'elle était bonne, c'était de démontrer que le fait de faire un nouveau règlement d'eau, de coordonner les choses entre les barrages, permettait d'améliorer la nature et en particulier l'état de conservation du Doubs. Donc l'idée a été de rechercher historiquement des données biologiques, je dirais, qui étaient présentes et des connaissances biologiques de la rivière avant la mise en place du nouveau règlement d'eau pour la comparer après la mise en place du nouveau règlement d'eau. Alors, ah oui, pour rappel, les concessions sont à renouveler dans les 3 barrages. Hein, elles seront renouvelées prochainement en plus. Donc ça s'inscrit quand même dans cet esprit-là. Et l'idée était, comme on doit renouveler les concessions, de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la nature. Donc les premières données d'importance, ben, c'est la thèse Vernou en 73. Alors celle-là, après il y a Elsraï qui a fait des trucs en 85, et puis en fait on a le monitoring qui a été mis en place lié à ce nouveau règlement d'eau, dont Eléo s'est chargé de mettre en place. Et à partir de là, vous avez en gros différentes études qui ont été faites pendant une vingtaine d'années là-dessus. Alors, les résultats, c'est assez simple. Donc on a choisi, ici, vous avez, alors la pointe, c'est là je pense, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors, ici, c'est des cas, si vous voulez, d'artificialisation du débit lié à l'éclusée. En gros, plus le débit naturel est perturbé par l'éclusée, plus il reçoit un score élevé. Et en gros, quand on est en rouge, c'est qu'il y a des très fortes éclusiers. Quand on est en bleu, c'est que les éclusiers sont plus faibles. Mais quand on est tout en bas, c'est qu'on n'a pas du tout d'éclusée. On est dans le régime naturel. Donc ici, si vous voulez, ce graphique montre en fait l'évolution de l'impact des barrages. Donc plus ici, vous êtes juste en dessous du Châtelot. Ça, c'est la courbe un peu plus bas. Puis ça, c'est en blanc, c'est la Suisse, en fait, si vous voulez. Plus on s'éloigne du barrage, ben, plus l'amplitude des éclusées est atténuée. Et puis, en gros, plus on se rapproche du barrage, plus la force des éclusées pour artificialiser le débit est importante. Et le règlement d'eau en 2017 a nettement réduit, en tout cas sur le papier et l'hydrologie, l'impact des éclusées sur le régime hydrologique du Doubs, sur le débit du Doubs. Ça, c'est une technique qui a été développée par Toulouse, c'est Dominique Couret qui met ça en place. C'est assez difficile à comprendre, donc je ne vais pas m'amuser à vous l'expliquer, mais en gros, comprenez que c'est les mêmes classes en gros, qu'on voit habituelles avec les couleurs. Puis en gros, plus c'est rouge, plus l'éclusée a une force sur l'artificialisation du débit. Donc l'idée a été d'observer les choses avec les données 2000-2004 et les comparer aux données actuelles. Puis le choix a été fait, non pas à l'échelle régionale, comme on parlait de la DCE avant, d'utiliser des techniques qui sont bien adaptées pour avoir des images régionales. Ici, si vous voulez, les pêches électriques devaient être importantes, exhaustives et faites d'une manière complète pour avoir une idée de la biomasse. Parce que si vous faites des pêches par points, vous aurez une idée de la diversité des poissons qui vivent, mais vous ne saurez pas exactement combien de poissons il y a en plus ou en moins. Alors c'est pour ça qu'on a forcé le destin en disant non, il faut faire des choses correctement pour qu'on ait une idée de la densité. Parce qu'en changeant le régime d'éclusée, vous n'allez pas changer la diversité des poissons qui vivent dans le Doubs. Vous allez changer une certaine quantité de ces poissons, puisque ceux qui seront les plus affectés par les éclusées disparaîtront ou apparaîtront. C'est pour ça qu'en 2020, les pêches de 2000-2004 ont été répétées par l'OFB. Donc ça a été mené à l'échelle internationale entre l'OFB, les candons, les fédérations de pêche, les APPMA et nous. Et ces pêches ont nécessité pas mal de gens et pas mal de bras et pas mal d'énervement. Et à partir de là, on pose un filet en amont ici, et puis les gens, on a une anode tous les 4 mètres, et puis les gens font des fronts d'anode qui ont fait 3 passages qui nous permettent en fait de bien
estimer par corrélation et par régression les quantités de poissons présents dans les tronçons. Alors, d'un point de vue diversité, les résultats, donc en rouge, ça sera toujours la même couleur. Vous avez 2000-2004 et 2020 en bleu. Alors, ce n'est pas une histoire de qualité, c'est juste qu'on arrive à cette situation-là. La diversité a demeuré inchangée, donc on a bien fait de faire des pêches exhaustives, hein, parce qu'on n'aurait fait que de la diversité, on aurait dit, bon, il n'y a pas de changement. Et là, les usiniers nous auraient dit, mais alors pourquoi vous nous enquiquinez avec des nouveaux règlements ? Par contre, si on prend la densité des poissons, si je cumule les poissons à pêcher, si vous voulez, sur les mêmes stations, donc on avait à peu près 10 000 poissons en 2004 et on en a 20 000 en 2020. Donc on a doublé le nombre de poissons. Alors, est-ce que c'est grâce aux éclusées ? Est-ce que on n'en sait rien ? Mais pour l'instant, le constat est clair. Le fait d'avoir réduit l'impact sur l'artificialisation des débits a amélioré la quantité de poissons dans la rivière. Alors, malheureusement pour les pêcheurs, si on prend les biomasses de truites, elles se sont réduites de 15%. Alors, est-ce que c'est à cause du réchauffement climatique qu'on parlait avant ? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a plus de poissons, mais pas forcément plus de truites. Après, on a aussi essayé de corréler les choses. Alors, c'est de la corrélation, ce n'est pas une causalité. Mais si vous prenez l'indice d'éclusée, donc c'était les couleurs que j'avais avant, hein, blanc, bleu, etc., plus c'est rouge, ben c'est ici, ben plus il y a l'indice d'éclusée qui est élevé, donc plus l'impact des éclusées est fort sur le débit, ben moins on a de poissons, quelles que soient les années, quelles que soient les stations. Et inversement, plus l'indice d'éclusée est faible, ben plus j'ai de poissons. Voilà, donc l'artificialisation des débits a un fort impact sur la quantité de poissons dans les rivières. Et puis, on a aussi mesuré la morphologie de la rivière. Et plus vous avez une morphologie hétérogène et attractive dans la rivière, ben plus vous avez de poissons. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une rivière hétérogène et attractive sans éclusée. Ça, on n'a pas, mais ce serait l'idéal. Voilà. Donc, en conclusion, et voilà, hein, j'ai encore pas pris le carton jaune, c'est bien. Conclusion, la pêche complète, c'est une méthode adaptée aux suivis spécifiques. Ça, je pense que c'est important de dire ça aux gens parce qu'il y a beaucoup de restauration de rivières ou de milieux humides qui se font maintenant et les techniques DCE sont souvent pas bien adaptées. Et il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut montrer parce qu'en restaurant un petit ruisseau, on ne va pas changer sa diversité non plus. On va changer surtout la quantité de poissons, mais pas forcément sa diversité. C'est pour ça qu'il faut prendre un bon outil pour montrer ce qu'on veut montrer. Pour balayer une grande place, on ne prend pas un balai, on prend une balayeuse. Ben là, c'est un peu pareil, il faut un outil adapté à ce qu'on veut montrer. Ensuite, moins d'éclusées, plus de poissons, moins on artificialise les débits, plus la nature s'en sort bien. Et chaque fois qu'on change artificiellement le débit, il y a des morts. Ça, ça a été observé. Puis enfin, c'est un peu les vérités de la palisse, mais ça a été montré quand même, c'est que plus l'habitat est respecté, plus on a de poissons. Voilà. Merci Guy pour la présentation qui me semble très claire et dont les conclusions sont plutôt très claires. Je pense que ça appelle des questions, déjà un bras levé et puis on a quelques minutes pour prendre plusieurs questions. Moi j'ai une question sur le moins de truites parce que augmenter la biomasse de poissons, j'imagine c'est bien, mais est-ce que c'est des poissons qui au niveau du peuplement sont des poissons de rivières de première catégorie ? Pourquoi il y a moins de truites et puis qu'est-ce qui a remplacé du coup s'il y a plus de biomasse ? Alors, il y a un peu plus de biomasse. Ce qu'il y a beaucoup plus qu'avant, c'est les juvéniles. Il y a beaucoup plus de petits poissons. Donc, verrons. Enfin, au niveau typologie, on est partout dans la même à peu près typologie. On a une zone à truite et à ombre. Ça ne change pas sur l'ensemble du linéaire. Et par contre, on a beaucoup plus de juvéniles qu'avant. Des juvéniles de quoi ? Donc, les petits verrons, il y a beaucoup de verrons. Il y a de la loge, du jabot, enfin toutes les espèces accompagnatrices. L'ombre a bien repris le dessus par rapport à avant. Et par contre, la truite, apparemment, en biomasse, c'est un peu réduite. Mais après, ça reste dans des proportions toutes mesures. Et peut-être que l'année prochaine, il y aura peut-être 0,0, j'en sais rien. Mais en tout cas, si on compare 2004 à 2020, on en est là. Oui,
tu as en partie, tu as commencé à répondre, mais ma question c'était au niveau de la reproduction, parce que sur le graphe où tu mets en lien les biomasses et les substrats, pas exactement les substrats, la morphologie. Oui. En fait, en bas, c'était marqué granulat ou gravier 2004, quelque chose comme ça. Et en fait, c'était pour savoir si tu pouvais détailler un petit peu sur le phénomène de reproduction qui est peut-être lié justement au substrat, qui est lié à la violence des éclusés, etc. Alors, parallèlement à ça, il y a un suivi sur les frayères à truites et les frayères à ombre. Donc, on a remarqué qu'il y avait quand même plus de frayères et plus de juvéniles d'ombre. Et par contre, pour les truites, on n'a pas de données référence. En 2000-2004, si vous voulez, on n'a pas les données qui comparent. Mais en termes d'ombre, c'est vraiment l'ombre qui s'est bien développée. Il y a eu cette maladie dans les années 2010 où ils ont chopé le champignon, là, où il y avait des problèmes sur les ombres. Mais depuis, ils se sont bien reconstitués et il faut force est de constater que l'ombre ne se porte pas si mal sur le loup franco-suisse jusqu'à aujourd'hui. Et pour la truite, après, ce n'est pas forcément peut-être alarmant, c'est juste un constat comme quoi il y en a un peu moins. Et la reproduction, ça fonctionne. Moi, je veux dire, le jour où la reproduction de la truite ne fonctionne plus, il y aura d'autres problèmes, je pense. Mais ça fonctionne assez bien pour l'instant. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci Guy. C'était juste peut-être pour compléter, parce qu'effectivement, les discussions étaient difficiles et il s'agit de savoir ce qu'on faisait. Donc, en fait, c'est pertinent. Tu as mis moins d'éclusés, mais en fait, il n'y avait pas moins d'éclusés. On n'a pas réduit le nombre d'éclusés. On a réduit l'amplitude, les gradients de montée, les gradients de baisse, mais on n'a pas, dans le nouveau règlement, limité formellement les éclusés. Et du coup, dans cette discussion avec les exploitants, tout de suite est apparu le niveau de référence. Ça fait écho à la présentation de ce matin. Quel est le bon état, quel niveau de référence? Et donc, on s'est focalisé sur deux espèces emblématiques, la truite et l'ombre, en définissant des périodes dites sensibles et en essayant que le débit plancher permette d'amortir le mieux possible les éclusés et permette d'avoir une surface en frayère adaptée. Mais il a bien fallu discuter avec les exploitants sur l'objectif et sur quoi on se focalise. Donc effectivement, pour répondre à Patrick, on s'était focalisé sur deux espèces et on a essayé de bâtir un règlement d'eau qui se... Enfin, l'intérêt, c'est de voir si on a atteint le cap sur ces deux espèces-là, mais on aurait pu choisir d'autres choses aussi. Mais voilà, c'était un choix des autorités d'avoir deux espèces emblématiques. Ouais, et puis après, il y a quand même toute l'historique pêche et halieutisme de la vallée du Doubs qui font que ces deux espèces, si elles ne sont pas forcément protégées à l'échelle nationale, je peux vous dire qu'à l'échelle locale, elles sont beaucoup plus importantes que celles qui sont protégées à l'échelle nationale. Voilà. C'est surtout ça. Et puis je pense qu'à l'échelle locale, c'est quand même bien de parler d'espèces qui parlent aux gens. Et là-dessus, l'ombre et la truite sont quand même emblématiques du Doubs. Mais pour l'instant, pour une fois, on peut dire que ça se passe mieux maintenant qu'avant sur le Doubs. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? On m'a informé que le repas de midi était décalé à 12h30, donc on a encore un petit peu de temps pour une ou deux questions, là, si vous avez encore. Et si vous n'en avez pas, moi j'en ai une. Sur la réduction de truite, parce qu'on parle de l'ombre qui va bien, on parle de 15% de réduction de truite, donc il faut l'afficher. Mais comment tu le qualifierais? Parce qu'en en fait, on a de la variabilité qui est liée à l'échantillonnage, on a de la variabilité naturelle là-dedans, on compare seulement deux campagnes. Et moi, je dirais que sur une chronique, moins 15% de truite, est-ce que c'est réellement lié à... Tu vois, Non, à quoi ça peut être lié, ou en est-ce que gros, ça rentre dans la pour la variabilité? qualité de l'échantillonnage, donc la précision d'estimation, avec les pêches exhaustives, on est à moins de 5% d'erreur. Donc déjà, c'est assez clean là-dessus. Que ça soit en 2004 ou en 2020. La deuxième chose, et je pense que ça c'est important de le dire, c'est que des années on a pas mal de productivité, des années on en a moins, et qu'il y a une variation naturelle logique. Néanmoins, il y a certaines stations qui prennent quand même fortement
Alors il y a des questions à se poser pourquoi. Hein. Et il y a certaines stations, on a un peu plus de truites, d'autres on en a presque identiques. Il y a quelques stations, notamment le tronçon court-circuité ici en haut, qui depuis, par rapport à 2004 a 40% en moins de truites. Et alors qu'on y a augmenté le débit, enfin, etc. Donc il y a des choses à se poser comme question, de savoir si les tronçons court-circuités, hein, celui-là ou celui de la Goule, par exemple, qui n'a pas varié non plus, eh ben, sur ces tronçons-là, est-ce que le fait juste d'avoir augmenté le débit de base, c'est suffisant ? Est-ce que sur ces secteurs-là, on ne devrait pas réfléchir aussi à faire un petit peu des variations de niveau d'eau, etc. Enfin, il y a des choses, il y a des pistes à amener. Mais dans l'ensemble, la tendance est à la baisse pour la truite, mais pour l'instant, ça reste dans l'ordre normal des choses, je dirais. Voilà. Mais vu que les deux, c'était un poisson intéressant pour tout le monde, il était forcé, normal, d'en parler. Les ombres, c'est un peu l'effet inverse, par contre. C'est juste une petite question sur ce graphique. Moins 15% de truites, c'est moins 15% de biomasse sur l'ensemble. Ouais, c'est la moyenne en fait. Non ? J'ai pris la moyenne en fait 2004 de toutes les biomasses et la moyenne 2020 de toutes les biomasses. D'accord, cumulées. mais si justement tu faisais pas une moyenne de ces biomasses, mais une somme des biomasses, est-ce que en fait les truites de là, elles sont pas ailleurs ? En fait, c'est ça ma question. Géographiquement, parce que les truites, ça bouge un peu. Bon, il y a, d'accord, mais ça c'est les kilomètres à la source. Il y a 70 kilomètres, quoi. Et puis il y a un peu des barrages, donc c'est les championnes du monde, hein, celles qui se promènent. Hein. Voilà.